Bonjour à tous. QG Qualité, c'est le podcast où les professionnels de la qualité logicielle nous racontent leurs histoires, leurs expériences et leurs parcours. Je m'appelle Romuald Lenormand, je suis votre hôte pour ce nouveau numéro. Si vous êtes expert, débutant ou simplement curieux, l'objectif est de vous partager tous les aspects des métiers de la qualité. Cet épisode vous plaît? Alors abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous pour nous aider à grandir. Dans 3 ans, le test auto galère qui prend du temps avec un ROI faible, tout ce qu'on a discuté avant, ce soit un lointain souvenir. Les ROI du testing est évident, il est clair, ça prend pas beaucoup de temps à mettre en place et ça a une plus-value directe. Via le building public, en fait, on montre pas que ce qui se passe bien. On montre ce qui se passe mal, on montre nos galères, on demande un peu des avis, on dit qu'est-ce que vous en pensez là-dessus. D'ailleurs, il y a quelques semaines, on l'a fait pour la cible. On s'est dit qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait plus qu'on aille par là? Est-ce qu'on aille plus qu'on aille par-ci? Et ça, c'est quelque chose qu'on veut continuer pour créer ce niveau de confiance aussi avec nos utilisateurs et nos potentiels utilisateurs. Aujourd'hui, nous recevons Antoine Boucher, cofondateur et CEO de Canary. Après des études d'ingénierie mécanique, il s'épanouit dans des rôles de PM, PO et de QA, des expériences qui l'ont confronté à la maintenance très lourde des tests automatisés et à la barrière du code. Sa solution, Canary, une solution d'automatisation no-code qu'il est en train de créer avec son associé. Nous allons plonger au cœur de cette automatisation intelligente qui utilise l'IA pour s'attaquer au problème des tests instables. Mais avant de débuter cet épisode, Antoine, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Yes. Salut Romuald déjà, merci de m'accueillir. Merci à SSID de m'accueillir dans vos beaux locaux et dans votre belle région. C'est un plaisir. Du coup, non, mais tu as dit beaucoup de choses. Du coup, je suis le cofondateur de Canary. On bosse dessus avec Steven Pechtot depuis mai à peu près, mai dernier. J'ai été depuis maintenant 8 ans dans le produit et dans la qualité. D'accord. Du coup, toujours partagé entre mes deux passions depuis maintenant, comme je disais, 7-8 ans. Au début dans la qualité, après dans le produit et après un peu des deux. Ok. Beaucoup des deux même. Tu as travaillé chez des clients, des grands groupes, comment ça s'est J'ai passé? aussi un peu fait tout le type. Donc, ça a commencé en start-up. Dans une petite start-up qui s'appelait Herméo. Elle s'appelle même plus Herméo encore d'ailleurs, maintenant elle a été rachetée. Aussi dans la robotique, puis pour Carrefour et enfin chez Air Liquide. Et donc, depuis mai, cofondateur de Canary avec Steven Pechtot, comme je le disais. Et Canary, du coup, ça s'écrit avec un Q et ça se termine par un Y. Ouais, tout à fait. Comment t'es venue l'idée de ce nom? Ouais, c'est une bonne question. Du coup, avec Steven, on cherchait un nom pour Canary et comme nous deux, on est baignés dans la qualité, dans le test depuis le début de notre carrière, on voulait quelque chose qui parle au monde du testing. Et moi, je voulais que ce soit un animal aussi. D'accord. Et en fouillant, en cherchant un peu des noms, on tombe sur Canary. Puis après, on se rappelle que le Canary, c'est un peu un testeur des anciens temps. Oui. Surtout dans la région du Nord. Exactement, surtout dans la région du Nord, on est à Lille. Surtout dans la région du Nord, parce que tout simplement, les mineurs prenaient des canaris et les mettaient dans des cages pour les emmener dans les mines, et c'était en fait un détecteur d'oxygène. Ouais. Donc quand il faisait plus piou 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 piou, c'était qu'il y avait un problème, il fallait fuir. Okay. Donc c'est un peu le début de ça, mais dans le monde du testing de façon générale, le canary c'est quelque chose qui est assez ancré dans ce monde-là. On parle de canary testing pour dire qu'on veut déployer pour un petit nombre de personnes pour tester. Bref, il y a tout un peu un rapport. Et ça sonne bien en plus. Et ça... c'est gentil. Et ça sonne bien. Et au passage, c'est l'animal préféré de ma mère aussi. D'accord, génial. Ce qui est On la salue. On la salue. Et si tu devais décrire rapidement ta solution en quelques mots, ce serait lesquels? En quelques mots, du coup, tu l'as dit, mais on est une plateforme de test automatisé no-code. Mais si je devais dire 3 mots, on parlait de simplicité, d'ultra simplicité même. On parlait d'adaptabilité, ça c'est plus pour les sujets de maintenance. Okay. Et accessible à tous. C'est un peu quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. C'est qu'il n'y a pas besoin de développer, il n'y a pas besoin de connaître du code. Accessible à tous. D'accord. Avant d'entrer dans tous les détails du projet, qu'est-ce qui a fait, toi, que tu as fait la bascule entre l'ingénierie mécanique, qui sont vraiment tes études, et la qualité logicielle? Donc, comme tu l'as dit, moi, je suis ingénieur en mécanique sur le papier, sur le titre. Sauf que j'ai jamais réellement travaillé dans la mécanique, dans l'industrie, parce que souvent, quand on parle d'ingénierie mécanique, on parle d'industrie. Oui, absolument. Je suis directement allé dans l'informatique parce qu'au final, c'était plus lié à ce qui était mes passions. D'accord. Et surtout, c'était une façon de pouvoir créer rapidement. La magie, je trouve, de l'informatique, du digital, c'est de pouvoir créer rapidement des choses, les tester rapidement et les déployer rapidement. Quand dans l'industrie, évidemment, on est sur des choses
un peu plus lourdes, qui mettent un peu plus de temps avant d'arriver. Oui, Quoi. on est plutôt sur du cycle en V, on n'est pas vraiment dans de l'agile. Exactement. Et Ok. typiquement, l'agilité, c'est l'un de mes premiers pas dans le monde du digital et de l'informatique. C'est cette passion de l'agilité, d'être capable de se dire que 2 semaines après, on est capable de déployer quelque chose d'assez répétitif qui nous permet de nous améliorer au quotidien. Et au final, d'être capable de répondre vraiment bien aux besoins et de faire un produit qui peut plaire. Ok, super. Ensuite, après la qualité, tu exerces des rôles un peu hybrides entre PO, PM et QA. Comment ça s'est traduit concrètement? Moi, de mon côté, ça s'est toujours bien passé, ce mix. Je pense que dans toutes les expériences que j'ai eues, ça s'est bien passé. C'est pas forcément quelque chose que moi, je conseille forcément aux gens. Scrum et l'agilité de façon générale définit qu'il faut chacun avoir son rôle et c'est important. Et je le dis avant d'expliquer un peu et de rentrer dans les détails de moi, comment ça se passait pour moi. Moi, j'avais commencé en tant que QA, puis après produit, je disais, et puis après les deux. D'accord. Moi, c'est toujours bien passé parce qu'au final, j'avais ce bout en bout qui, moi, m'a toujours passionné, qui est de comprendre le besoin, imaginer le produit, créer les fonctionnalités et après tester, tout simplement. Et créer de la qualité. De la conception au produit fini. Exactement. Quoi. Parce qu'au final, quand je faisais que du produit, j'allais pas forcément jusqu'au bout parce que je voulais créer de la qualité pour mes utilisateurs. Et au final, ça passait dans les mains de quelqu'un d'autre. Et bon, ça pouvait m'aller, mais au final, j'aimais bien le faire aussi moi-même. C'était un peu frustrant, quoi. Exactement, exactement. Et alors que du coup, dans ce cas-là où j'avais ce côté couteau suisse, jusqu'à même faire de l'automatisation, on n'en a pas forcément parlé, mais j'allais de PO-PM, QA et même automaticien. D'accord. Et le fait d'avoir ce gros spectre, moi, m'allait vachement bien parce que, comme je disais, je m'occupais du bout, mais je pouvais aussi, je pense, faire de l'automatisation qui était super pertinente parce que j'avais aussi forcément cette compréhension des besoins. Alors que je pense que si j'étais cantonné dans un rôle, ça m'aurait moins allé. Tout simplement parce que je me serais dit, ok, j'ai pas forcément une super compréhension du business, donc mon automatisation, elle est peut-être un peu moins pertinente. Ma qualité, elle est aussi un peu moins pertinente. Donc le fait d'avoir vraiment tout ce prisme faisait que là, je m'y retrouvais vraiment et j'avais l'impression de pouvoir délivrer un produit au niveau de la pertinence de ce que je voulais. Et tu devais pas t'ennuyer en plus, parce que du coup, c'était plutôt varié. Et pour les entreprises, ça devait être aussi intéressant d'avoir un profil qui a ce côté couteau suisse, quoi. Ouais, complètement. Même dans des gros projets comme j'ai pu faire avec Carrefour et Air Liquide. Dans le cas d'Air Liquide, j'ai travaillé sur leur site de e-commerce qui est airliquide.com, qui est le site de e-commerce pour toute l'Europe d'Air Liquide en tant que product manager. Et même quand j'étais là-dedans, au final, ce côté couteau suisse m'aidait énormément parce que oui, je pouvais à la fois créer mon produit comme je voulais, dans le sens que je voulais pour que Air Liquide soit satisfait, mais aussi derrière comprendre que, ok, il y avait des QA dans le cas d'Air Liquide, mais je pouvais aussi les guider pour les emmener dans l'endroit de qualité qu'on avait besoin d'aller. Et l'automatisation, pareil. Tu me parlais d'Air Liquide et d'un projet d'automatisation. Il y a eu un moment où ça s'est pas très bien passé sur ce sujet précisément. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as le déclic, l'idée de lancer Canary ? Ouais, le déclic vient clairement de cette expérience-là, même si la douleur et la problématique autour de l'automatisation date même d'avant. Ouais, explique-nous tout ça. Ouais, carrément. Elle commence de mes débuts dans l'automatisation, en particulier Carrefour, qui date de 2021, je crois, qui est là, à ce moment-là, où je m'occupe de beaucoup de choses sur l'automatisation avec Carrefour. Et je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de problématiques. C'est ok, on y arrive, mais au final, je mets du temps à créer. On met du temps à créer des tests automatisés. On met du temps à les maintenir. Ça nous plombe un peu. Et au final, des fois, la pertinence de ce qu'on fait est pas non plus... on n'a pas l'impression de tomber dans le mille. Ok, ça nous permet de moins tester manuellement, parce qu'évidemment, le but du test auto, ça reste de tester moins manuellement. Mais on perd quand même beaucoup de temps pour, au final, le temps gagné qui est pas forcément dingue. D'accord. Au niveau ROI, c'était pas forcément toujours au top. Donc là, la frustration là, mais comme beaucoup au final d'automaticiens, je faisais avec ce que j'avais. Et je me disais, il faut faire comme ça. Après Carrefour, chez Air Liquide, je m'occupais un peu moins de l'automatisation. J'étais plus product manager à ce moment-là. Et il y a eu 2 échecs successifs de projets d'automatisation. D'accord. À noter que c'était en nearshore, le développement et la qualité avec Air Liquide. Ce qui forcément n'était pas forcément le fait de réussir ce projet d'automatisation. Il n'y avait pas de proximité. Ça manquait un peu de proximité, mais alors ça se passait super bien en plus. Et d'ailleurs, le projet Air Liquide était un super projet, il n'y a aucun sujet là-dessus. C'était plus que le niveau de maturité au niveau du test auto chez Air Liquide n'était pas forcément le meilleur. Il y avait de très bonnes choses ailleurs, mais là-dessus, on n'était pas forcément les meilleurs.
Et en plus de ça, le nearshore crée une ambivalence de communication qui n'était pas forcément bonne. Je vois. Du coup, on se retrouve à passer énormément de temps à créer nos tests auto, à les maintenir, et à la fin, ils tombaient à l'eau parce que potentiellement, les personnes qui étaient là pour faire les tests auto, ils partaient, ils changeaient, et à la fin, on mettait toujours tout à la poubelle. Et je pense qu'il y a vraiment un souci aussi de gouvernance derrière ça, mais encore une fois, la problématique principale était création, temps de création, logique de maintenance. Et surtout, moi, ce qui m'a toujours frustré dans le test auto de ce que font beaucoup d'entreprises, et de ce qu'on a pu voir aussi avec Air Liquide nous, c'est que c'est souvent le testeur auto qui était au courant des bugs, mais comme souvent il était dans ces tests auto, la remontée de bugs jusqu'aux personnes qui étaient centrales dans le développement du produit, donc les QA, les PO, les PM, eux étaient au courant beaucoup plus tard. Ah oui, donc par rapport à un cycle en sprint classique où on a plein de phases à passer par rapport à un ticket de remontée de bug. On va le qualifier, on va le prendre en compte dans le prochain sprint parce que notre sprint, il est déjà blindé. On a pris tous les tickets et ensuite, ça part dans le cycle. Et du coup, tu penses que ce délai, déjà, pose problème aussi. Exactement, parce qu'au final, potentiellement, il y avait un gros bug. Et il nous mettait, si c'est un gros bug, il pouvait nous mettre plusieurs heures avant d'arriver. Ce qui est un problème, parce que quand il y a un bug, on veut le savoir tout de suite, gros bug. Et quand c'était des bugs un peu plus mineurs, au final, il pouvait se passer, plusieurs jours avant qu'on soit au courant. Derrière, ça partait dans une roadmap. Comme nous, on n'avait pas non plus, quand je dis nous, c'est QA, PO, PM. Comme nous, ça n'avait pas été pris dans nos mains non plus, vu que le testing auto était un peu de côté. Au final, il y avait une communication qui se faisait pas forcément bien. D'accord. Parce qu'on a l'impression que c'était pas notre outil. On a l'impression que c'était pas fait par nous. Et du coup, le déclic vis-à-vis de toutes ces problématiques-là, c'est ça qui a créé l'idée de Canary. D'accord. Et le but de Canary est donc clairement de répondre à toutes ces problématiques-là, c'est-à-dire de réduire complètement le temps de création, de temps de maintenance, et surtout, vu que c'est un outil no-code, c'est de mettre ça dans les mains des personnes qui sont centrales, le QA fonctionnel, ou le PO, ou le PM. Et donc, c'est eux qui seront au courant de chaque bug, c'est eux qui pourront du coup alerter les bonnes personnes, aller voir les développeurs, aller voir... Et c'est comme ça qu'on pense Canary. Ok, super. Je reviens sur les tests auto. C'est un projet à part entière. Et je constate aussi dans mon quotidien un peu ce dont tu parles. Tu as parlé de source de frustration, et ça, je le connais. Et mes développeurs peuvent en attester. Et on en parle d'ailleurs dans plusieurs épisodes de ce point de friction avec Isabelle Desmarais, avec Nicolas Zangari, ou encore avec Sabir Arshkak. Et cette frustration, elle peut avoir des tas de raisons quand même. Mais c'est quoi, selon toi, les raisons principales qui font que les tests auto sont autant un sujet délicat? Il y a une partie de la réponse vis-à-vis de ça qu'on en a un peu parlé. Oui. On parle de temps de création, encore une fois, de maintenance. Mais je trouve que le vrai problème autour du test auto, c'est la discussion sur le ROI. Encore une fois, quand on veut automatiser, c'est pour éviter de tester manuellement. On en a déjà parlé. Donc en fait, on va gagner le temps qu'on avait à faire les tests de nos régressions en mode manuel. On récupère ce temps-là pour travailler sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, à faire de l'exploration, etc. Exactement. Chez Carrefour et chez Air Liquide, à différents moments, on s'est dit, OK, calculons notre ROI. Ouais. Et du coup, et à tous les auditeurs qui nous écoutent, je pense que ça vaut vraiment le coup de réfléchir à au ROI de votre automatisation. Parce que vous verrez que les résultats, ils seront pas forcément super. Nous, dans notre cas, on l'avait fait. Et c'était ça, je pense, moi, ma frustration profonde. C'était de se rendre compte qu'au final, le temps qu'on passait automatisé versus le temps qu'on gagnait, au final, on n'était pas du tout sur un facteur x2. On était plutôt sur du nul, sur de l'égal, que sur quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que je dis, faites ce petit jeu-là. Posez-vous la question de, OK, votre ROI. Et après, peut-être que du coup, ça vous ouvrira à d'autres choses, à vous dire, soit, peut-être que je fais moins de tests auto, ou alors peut-être que j'en fais plus, peu importe la réponse derrière. C'est juste de se poser les bonnes questions, de se dire, OK, il y a des choses qui se passent pas forcément bien, et peut-être que tout ce qu'on essaye de faire, on le fait pas pour les bonnes raisons. Tous les projets digitaux, ils se disent, OK, on veut faire des tests auto. Mais il y en a pas tant que ça qui sont capables de répondre à la question de pourquoi tu fais ces tests auto. Ouais. Et le fait de calculer ces ROI, ça fait aussi te reposer la question si tu es parti un peu tête baissée. Et moi, c'est typiquement tout ça aussi qui m'a emmené jusqu'à Canary, c'est de se dire que si on crée un produit où on peut créer un test en 2 minutes, qu'on peut le maintenir quasiment gratuitement, qu'il n'y a quasiment pas de maintenance, et d'ailleurs, encore une fois, la remontée de bug, elle est vraiment très facile, le changement de prisme au niveau du ROI, il est drastique. Tu passes d'un ROI quasiment nul à potentiellement un ROI qui est nickel et qui est exactement ce qu'on veut. Ok, je vois ce que tu veux dire. Après,
Je pose ça là, hein, mais est-ce que c'est pas une question de maturité au niveau de la qualité? Je prends dans mon cas perso, par exemple, dans ma mission, on a énormément de tests automatisés et en vrai, ils nous servent pas tant à nous, automaticiens, à découvrir les bugs, parce qu'on va pas les lancer manuellement nous-mêmes. En revanche, quand un développeur fait une modification de code, il y a un lancement automatique dans la CI/CD de tous les tests automatisés et automatiquement, il s'aperçoit s'il a cassé quelque chose. Et à ce moment-là, je pense qu'on n'a pas besoin de passer par toutes ces phases dont tu parlais de qualification du ticket, de le remettre dans le sprint prochain, etc. En fait, automatiquement, le développeur va corriger son développement. Le bug ne va même pas générer un ticket de bug. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, complètement. Et en effet, tu as raison. On est parti un peu dans le cas les tests, ils tournent tous les matins, par exemple, Oui. à 8h. Et il y a le cas que toi, tu dis, et qui est évidemment le cas, en tout cas, peut-être de la moitié, en tout cas, des gens avec qui je discute, Oui. qui est ça tourne sur la CI. Voilà. Nickel. Et au final, moi, la question que je me pose, parce que quand je discute avec des gens, ça finit comment souvent sur la CI? C'est ta CI, elle prend potentiellement 20-25 minutes à tourner, parce que les tests auto, ils sont lourds. Et au final, les développeurs regardent pas forcément, ou alors force, parce que le bug qui est relevé par le test auto, qui a été potentiellement de la flakiness, ou donc un faux négatif, ou alors potentiellement est pas assez majeur, bah au final, il force. Moi, c'est mes expériences, et c'est l'expérience de toutes les personnes avec qui je parle aussi. Enfin, Ouais. une majorité. Et du coup, pour moi, quand on est aussi à là, bah on en revient toujours au même problème. C'est que, ok, il n'y a plus le problème, tu as raison, du reporting de bugs. Mais on en revient à ce problème de, ok, quelle est la pertinence, quel est le temps que tu mets dans la création, et est-ce que ce qui te remonte comme bug est vraiment un bug? Ouais. On n'a pas encore trop parlé, mais il y a un vrai sujet là-dessus aussi. Ouais, tout à fait. Donc c'est bien ce problème des tests auto, c'est vraiment le cœur du problème que vous cherchez à résoudre. Complètement, complètement. Et d'ailleurs, dans le cas de Canary, c'est prévu de se brancher sur les CI aussi. Donc il n'y a, a pas de sujet là-dessus. C'est juste que, voilà, comme on l'a dit, si on est capable de créer plus vite, si derrière, à chaque fois qu'il nous dit qu'il y a un bug, c'est vraiment un bug, ce qui n'est pas le cas des outils d'automatisation en ce moment. Et en plus de ça, on a des rapports de bugs avec des vidéos, avec des logs techniques ou des choses comme ça. Bah, pour moi, oui, on peut changer un peu le prisme de la façon de faire du test auto. Ok, génial. Revenons à Canary du coup maintenant. Tu en parles depuis tout à l'heure, mais comment ça fonctionne? On veut tout savoir. Est-ce que c'est un IDE? Est-ce que c'est un client lourd? Est-ce que c'est un site internet? Explique-nous. Déjà, c'est un SaaS. D'accord. Donc, tu te connectes et tu es sur la plateforme, il n'y a rien à télécharger, besoin de rien, il n'y a pas de souci. Pas de code, on l'a dit. Le concept, c'est de se dire, tu veux créer ton premier test. Tu cliques sur créer un test. Jusqu'à là, rien de bien étonnant. C'est assez simple. C'est assez classique. Et tu vas mettre ton URL. L'URL, ça va être l'URL de ton début de test, évidemment. Ok. Donc le point d'entrée pour mon test auto, c'est mon site. Exactement. Ok. Ton site va s'afficher avec l'URL que tu as mis. D'accord. Et à partir de là, tu vas faire ton test manuel. Tu vas cliquer, tu vas remplir tes champs, parce que tu as ton site devant toi. Donc en fait, je fais des actions ou de la navigation, je renseigne des formulaires, je clique sur des boutons. Et ton outil m'enregistre en train de le faire, c'est bien ça? Exactement. Toutes les étapes de ton test sont enregistrées sans, au final, que tu t'en rendes trop compte. Même si on fait en sorte de comprendre que tu comprennes, en tant qu'utilisateur, le fait qu'il y ait chaque étape. Mais tu fais un test manuel sur ton site. Nous, on enregistre chaque étape. Puis après, tu le sauvegardes. Ouais. Et il suffit juste de dire, si tu n'as qu'un test, évidemment, tu n'en auras pas qu'un. Mais si tu n'as qu'un test, tu vas le planifier. Tu vas dire soit à 8h tous les matins, une fois par semaine, quand tu as envie. Ou sur ta CI, évidemment. Ces tests, ils vont tourner. La spécificité, c'est qu'il y a du self-healing. On va peut-être y revenir un peu après. J'aimerais bien qu'on en parle un tout petit peu plus tard. Mais d'abord, techniquement parlant, Canary, c'est quoi derrière? Moi, ça me fait beaucoup penser à des outils comme Playwright, on en a parlé ensemble, qui font de l'enregistrement. Par contre, effectivement, il faut du code, il faut un IDE, tandis que là, c'est quelque chose que tu fais directement dans ton SaaS. C'est bien ça? Exactement. Du coup, on parlait de toute la phase d'enregistrement. Si on rentre un tout petit peu dans les détails, parce que je pense que ça peut être intéressant, c'est qu'à chaque clic, à chaque bouton, prenons le cas d'un bouton se connecter. Si toi, tu cliques sur le bouton se connecter, nous, on va enregistrer toute une façon d'atteindre ce bouton. Les fameux locators. Les fameux locators, exactement. Donc, ça peut être un XPath, ça peut être un accessibility, ça peut être un nom, ça peut être un rôle, peu importe. Nous, on enregistre test tag, un ID, un test name. ID. Merci de me le dire parce que c'est le plus important. Le test ID, évidemment, le plus important. Nous, grâce à ça, ça va nous permettre de
dans l'exécution future, d'être capable d'avoir plein de façons d'atteindre ce bouton si l'une ne marche pas. Une petite bibliothèque de façons de joindre ce bouton, en fait. Exactement. Ça, c'est l'enregistrement. Ouais. L'enregistrement, il se passe comme ça. Ça, c'est un algorithme qu'on a fait nous-mêmes. D'accord. Et après, une fois l'exécution, on le transforme en test playwright. Ok. Ça, c'est invisible pour l'utilisateur. Enfin, c'est invisible sauf s'il veut le voir. Tant qu'il veut exécuter, que tout va bien, qu'il n'a pas envie d'aller dans les détails, ça s'exécute, il ne se rend pas compte que c'est un test playwright. Mais dans les faits, techniquement, c'est un test playwright. D'accord. Par-dessus ça, du coup, on a cette maintenance. Dans cette maintenance, le but, c'est d'éviter le fait qu'il y ait des faux négatifs. Oui. Donc, qu'il ne trouve pas ce fameux bouton connecté, concrètement. Exactement. Donc, dans le cas où la première façon d'atteindre ce bouton se connecter, il n'a pas marché, on va prendre le deuxième, le troisième, le quatrième. Oh, ok. Et si jamais tout ça n'a pas marché, on a une IA connectée à un LLM qui est capable de trouver ce bouton d'une façon beaucoup plus humaine. D'accord. Donc, on va lui dire appuie sur le bouton se connecter et il sera capable de le faire. Ça, c'est aussi notre IA de notre côté. Ok. Donc, c'est un peu un wrapper, quelque part? Non, parce qu'il y a un peu de playwright, mais que ce soit l'enregistrement ou que ce soit, on y reviendra dans le self-healing, donc que ce soit l'intelligence ou le step, ça c'est complètement développé par nous, c'est l'algorithme pur de notre côté. C'est vraiment l'exécution qui est, elle, playwright. L'IA, c'est branché sur quel outil? Dans un premier temps, c'est OpenAI. On verra dans un second temps il y aura du check, surtout de se dire on va peut-être essayer d'être français, donc ça se posera peut-être la question de Mistral. Très bien. Il peut y avoir d'autres possibilités, mais pour l'instant, c'est OpenAI. Super explication, je comprends mieux comment ça fonctionne et j'espère que tous ceux qui nous écoutent comprendront aussi. J'espère. Maintenant, dans mon quotidien et dans pas mal de projets d'automatisation, on a un phénomène qu'on appelle les tests flaky. Et c'est donc les tests instables en français. Et c'est un vrai problème. On en parle dans beaucoup d'épisodes. Comment est-ce que Canary va gérer ce genre de tests? Ouais, la flakiness, je pense que c'est le vrai gros sujet du test auto. Parce qu'on parlait de temps de création. Mais ça, on pourrait presque dire qu'on pourrait l'accepter et le gérer. Mais derrière, c'est plus le temps de maintenance. Ça donne un peu l'impression d'avoir une épée de Damoclès toujours au-dessus de nous, de se dire qu'à tout moment, il y a des choses qui peuvent casser. Et puis, on en revient au fait que si on n'est pas sûr que quand la machine nous dit que c'est un bug, on lui fait moins confiance, on lui fait plus confiance. Et quand il y a un vrai bug, au final, on ne réagit pas tant que ça, on ne réagit pas aussi vite. Et donc, il y a des vrais problèmes. Donc oui, la flakiness. Canary, je pense que le début de l'idée de Canary était lié à résoudre ce problème de flakiness. Aussi, d'accord. Ouais, complètement. De ce problème de maintenance, ces problèmes de faux négatifs. Le but profond de Canary est t'embêter que quand il y a un bug. Ne jamais t'embêter pour autre chose qu'un bug. Et normalement, quand il y a un bug, ça t'embête moins. Et du coup, comment on règle ça? C'est ce fameux self-healing dont on a un tout petit peu parlé. Oui. Ce fameux self-healing, c'est très lié du coup à ce qu'on s'est déjà un peu dit aussi, c'est que du coup, grâce à ces fameux locators, déjà on est capable de faire une première couche. Grâce à l'IA, on est capable de régler les petits derniers flaky tests qui restent. La logique de Canary, c'est de se dire l'IA doit être utilisée que quand il n'y a plus le choix. Oui, d'accord, en dernier recours. Exactement, ça c'est très très important dans notre philosophie, et dans la philosophie de Steven, surtout qui est le CTO de Canary. C'est de se dire, on va essayer toutes les façons heuristiques, toutes les façons très déterministes de régler la flakiness, et si vraiment on n'a plus le choix, on envoie de l'IA qui marche très bien, c'est pas le sujet, mais qui a parfois un taux d'erreur. Donc le but est de continuellement d'aller grignoter les derniers flakiness. Si sur un projet de test auto, on est à 3% de flakiness, grâce au multi-selector, on va être capable d'aller à moins de 1. Et sur le petit dernier 1%, on va aller mettre de l'IA qui, elle, va peut-être réduire à 0,1%. Oui, parce que même 1%, si on multiplie ça par une multiplicité de jeux de toute la chaîne de CI/CD des tests auto, même 1% peut dégrader énormément la confiance. Complètement, c'est exactement ça le sujet. Je pense que c'est exactement ça qu'on a essayé de régler Canary, mais le fait de mettre plusieurs étapes de vérification, à chaque fois réduit le sujet d'1%, et du coup à la fin ça devient plus ou moins infinitésimal, quoi. C'est ça qu'on essaye d'aller chercher en tout cas. Depuis tout à l'heure, tu parles d'une notion, je t'ai vu aussi communiquer dessus sur LinkedIn,
Tu parles de self-healing et ça m'intéresse de comprendre, ce que tu entends par, self-healing. Ouais, t'as raison, on aurait dû en parler avant. C'est de se le self-healing du coup, je pense que ça commence à être connu, dans le Oui, test auto. Mais pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait de se dire: «Oui, il y a beaucoup de faux négatifs», donc on en a parlé plusieurs fois dans le test auto. Il te dit qu'il y a des bugs alors qu'en fait, c'est lui qui a buggé, c'est l'outil qui a buggé oui. et c'est le fait d'auto-réparer ses tests. C'est le fait de se dire que plutôt que d'accepter qu'il te remonte un bug alors qu'il y a pas de bug, c'est lui le bug, bah, il va aller s'auto-repérer, aller vérifier que ce soit lui le bug ou qu'il y ait réellement un bug, pour n'être capable de te dire que quand réellement il y a un bug. Mais est-ce que c'est pas, justement la limite où, bah, notre outil d'automatisation, il ne trouve plus de bugs? Si on pousse trop loin le self-healing, il y a vraiment débat, sur le sujet. T'as complètement raison, du coup on en revient aux faux positifs au lieu de se battre avec les faux négatifs, qui est un vaste sujet et que d'ailleurs on est vachement dessus là avec Canary. En effet, le but est toujours de remonter les bugs. Il y a ce fameux débat de est-ce qu'il faut pas laisser les faux négatifs et puis on se débrouille avec. Oui. C'est pas du tout la philosophie de Canary. Encore une fois, la philosophie de Canary est de se dire on te remonte que quand il y a un bug. On ne t'embête pas autrement. Mais du coup, je me permets, de te couper. Comment tu distingues le problème de localisateur, qui va être, une adaptation, fait par le self-healing pour, trouver un autre moyen de l'atteindre, avec un bug plus profond? Comment est-ce que vous allez faire cette distinction-là? Ouais, c'est un vrai sujet, c'est le contexte. Nous, on le règle grâce au contexte. Qu'est-ce OK, qu'on veut dire par le contexte? C'est de se dire qu'à tout moment, on sait où on est. Là, il y a de l'intelligence artificielle. d'accord. C'est de se dire que on sait ce que l'utilisateur a enregistré, on sait ce qu'on est en train d'exécuter et on vérifie qu'on n'est pas en train de partir n'importe où. Donc, OK, si la deuxième étape, c'est cliquer sur le bouton se connecter et moi, en fait, je me rends compte dans mon exécution que je suis sur une page qui n'a rien à voir, mais qui a peut-être un bouton se connecter. Parce que c'est ça, le oui, moment où il y a le faux oui, positif oui, qui tout pourrait à arriver. fait. Et ben en fait, tout simplement, on est capable de comprendre le contexte global et de se dire, ouais, non, mais là, on s'est perdu, il faut que tu reviennes en arrière. Donc, Canary revient en arrière, recommence à zéro et essaye de comprendre où il s'est trompé. Il est capable, du coup, d'échouer et de Mm. recommencer un test si, il y a eu ce genre de situation? La première step est de retry le locator, la step là. Ouais, Et si vraiment on voit que le contexte n'a plus rien à voir, là, on recommence à zéro. Et si jamais bah, on n'arrive pas du tout à s'en tirer, bah, on remonte un bug et là, ça devient un faux négatif. très bien. Et l'utilisation de l'IA, avec le self-healing, ce sera un peu invisible pour les utilisateurs, c'est ça? Et est-ce que c'est pas un peu risqué, par rapport au fait que Canary pourrait devenir, une espèce de boîte noire où, on comprendrait pas trop ce qui s'y passe? Ouais, c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet pour Canary, mais c'est un vrai sujet pour toutes les IA au final, Oui, pour tous les outils no-code, surtout quand c'est de l'outil no-code IA. oui, j'avoue. Donc oui, ça c'est un vrai sujet aussi qu'il faut qu'on traite. Et la façon dont on le traite, c'est de se dire, nous, pour chaque exécution de test, on a de la vidéo, on a des screenshots, on a du log technique et on a de la console sur la vidéo. D'accord. Ah oui. Le fait que à chaque exécution, en fait, l'utilisateur, il est capable de savoir ce qui a été exécuté, comment ça a été exécuté, quelle étape il y a eu. Bah déjà, pour nous, c'est une façon d'éviter ce côté boîte noire pour l'utilisateur. La deuxième chose, et ça, c'est sur nos IA, Ce sont, comme des preuves oui. d'exécution, quoi. Ouais. Ouais, c'est vraiment de se dire que en fait, tu perds pas le contrôle parce que tu sais ce qui a été exécuté dans le Ouais, moindre je vois. détail. Que c'est marché ou que c'est pas marché. Dans les deux cas, Ouais, je vois. pas uniquement quand ça n'a pas marché. Donc celui qui veut du contrôle, il l'aura de cette façon-là. Et celui qui OK. veut pas de contrôle, bah, il fait confiance et puis il laisse faire, puis il va pas forcément vérifier. C'est ça aussi qu'on essaye de. Et une deuxième chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la confiance des IA. L'indice de confiance qu'on a dans nos IA et sur les LLM qu'on utilise. Et donc pour ça, c'est qu'à chaque fois qu'on utilise une IA, on lui demande un niveau de confiance. Et on définit, nous, dans nos algorithmiques, un niveau de confiance. D'accord. S'il est très très bon sur le fait que ce soit un bug, bah super, on dit que c'est un bug. S'il est l'indice de confiance est très très haut sur le fait que ce soit pas un bug, bah on dit que c'est pas un bug. OK. Et si on a une zone de trou là où bah, on n'a pas confiance en l'intelligence de ce qu'on fait là, dans l'exécution là dont on parle, bah, on va avertir l'utilisateur, un espèce de drapeau orange, Ouais, drapeau ou, jaune il faut pour les qu'il fameux. analyse, lui-même, Voilà. le résultat parce qu'il y a un doute, quoi. Exactement, il y a un OK. doute. C'est-à-dire que nous, on pense que c'est pas un bug, mais tu devrais aller vérifier parce que là, il y a zone de flou. C'est bien parce que du coup, on n'est pas dans la boîte noire. Là, on alerte, quoi. OK, On le limite, on essaye de OK, OK. limiter. Ouais. Super. On va passer maintenant à ta casquette, de CEO. Tu nous as, vraiment expliqué, comment, s'est construit, ce produit, comment on s'en sert, qu'est-ce qui va être.
Tu m'as dit en préparant cet épisode qu'il est prévu pour démarrer en bêta en février prochain. Non, la bêta est en cours. D'accord. Et l'ouverture des portes pour tout le monde est pour fin février. J'ai hâte de tester. C'est cool. Ok. Et aujourd'hui, donc, tu as été à tes côtés un associé qui est CTO. Comment est-ce que tu l'as recruté? Ouais, très bonne question, très importante question dans la structuration d'une entreprise. Au moment où le pain, enfin la douleur, la problématique vis-à-vis du test auto dont on a discuté il y a une dizaine de minutes, commençait à devenir trop fort, je me dis ok, il faut faire quelque chose, il faut créer ce produit. Le problème, c'est que techniquement, moi, j'en étais incapable. D'accord. C'est très très complexe techniquement. Le côté, la boîte noire dont tu parlais, qui est une boîte grise, on va l'appeler comme ça, de Canary, c'est très très complexe. Donc j'ai très vite compris qu'il me fallait quelqu'un avec moi et qu'on soit 2 cofondateurs pour créer Canary et quelqu'un côté technique, donc un CTO. Et donc j'ai tout simplement envoyé beaucoup de messages à pas mal de gens, sur LinkedIn en particulier, à des personnes qui pourraient être intéressées par entreprendre, parce qu'il faut accepter d'entreprendre de façon générale from scratch. Oui. Et c'est comme ça que j'ai rencontré pas mal de monde, dont Steven, qui était de loin le meilleur profil pour être le CTO de Canary. Et donc, c'est après toute une discussion, c'est déjà s'assurer que techniquement, il fallait être vraiment très très fort pour être capable de faire Canary. Donc ça a très vite matché aussi. Mais aussi que ce soit en termes de valeur et en termes de complémentarité. Que vous soyez aligné à ce niveau-là aussi. Exactement. En termes de valeur, il fallait être super aligné. Je peux prendre des exemples, mais... sur le fait que est-ce qu'on veut être une entreprise qui est dans le partage? Est-ce qu'on veut être une entreprise qui ne partage rien? Est-ce qu'on veut être une entreprise qui grandit énormément? Est-ce qu'on veut être une petite boîte? Est-ce qu'on veut une culture d'entreprise où tous les salariés se sentent ultra inclus et au même niveau? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est une hiérarchie très, très verticale? Est-ce qu'on veut juste faire de l'argent? Exactement. Et au final, on s'est très vite entendu avec Steven sur le fait, on veut faire les choses bien. On veut que l'entreprise soit une belle entreprise aussi dans sa façon d'être avec les salariés. D'accord. Avec les futurs salariés. Et c'est aussi toutes ces valeurs-là qu'il fallait qu'on partage. Là, j'en ai cité quelques-unes, mais des valeurs, dans le fond, il y en a 50. Maintenant, vous devez vraiment bien vous connaître en plus. Exactement. Maintenant, on se connaît très bien et ça se passe super bien. Et je pense que c'est aussi pour une question de complémentarité, parce que, pour faire simple, c'est que lui, il est très pied-à-terre, c'est un fabricant, c'est un vrai très bon développeur. Et moi, je suis un peu plus idéaliste, un peu moins terre-à-terre. Et le fait de travailler ensemble crée quelque chose qui, je pense, est vraiment, vraiment pertinent, parce que lui me remet sur terre. Et c'est bien. Super. Et sur les réseaux, j'ai vu aussi que tu as une manière de communiquer un peu particulière, dans le sens où tu parles beaucoup de built-in public. Pourquoi as-tu ressenti ce besoin d'aller dans la transparence par rapport à Canary? Tu vois, on parlait de valeur. Oui. On est un peu là-dedans aussi. C'était une volonté dès le début pour nous de faire du build-in public. Déjà pour créer un niveau de confiance autour de Canary et autour de nous. Oui, c'est une bonne idée de le faire comme ça. Oui. Via le build-in public, en fait, on ne montre pas que ce qui se passe bien. On montre ce qui se passe mal, on montre nos galères, on demande un peu des avis, on dit qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? D'ailleurs, il y a quelques semaines, on l'a fait pour la cible. On s'est dit qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait plus qu'on aille par là? Est-ce qu'on aille plus qu'on aille par-ci? Et ça, c'est quelque chose qu'on veut continuer pour créer ce niveau de confiance aussi avec nos utilisateurs et nos potentiels utilisateurs, parce qu'on n'est pas en train de dire que tout va bien et que ça marche super bien. On sait très bien qu'il y a plein de problèmes dans une création d'une entreprise et d'un produit. Ouais, c'est ça qu'on essaye de dire. Et derrière, et peut-être encore plus important, le deuxième point, c'est de se dire que c'est le feedback. Ouais. C'est de créer du feedback. Toujours avoir du feedback. Nous, on ne veut pas créer un produit pour créer un produit pour nous. Le but, c'est de créer un produit qui a été aussi pensé par les utilisateurs pour eux-mêmes. Et le fait de créer tout ça sur LinkedIn fait qu'il y a plein de gens qui nous donnent plein d'avis sur plein de choses. Qui vous donnent aussi des idées parfois très pertinentes. Exactement, plein d'idées, plein de trucs en disant non, ça. Nous, des fois, on a des idées, on se dit mais c'est génial. Puis en fait, on va les tester, puis bon, pas tant que ça. Moi, j'aimais bien ton truc de base, je préfère ça. Puis on fait bon, d'accord, très bien. Et c'est vraiment ça je trouve la puissance en particulier de LinkedIn et qui pour l'instant nous a déjà apporté énormément. Ok, génial. Et toi, comment tu gères ta nouvelle vie d'entrepreneur? Tu me parlais d'être une sorte de couteau suisse, mais alors déjà dans ta carrière par rapport au fait que tu avais des postes un peu hybrides, mais aujourd'hui c'est encore plus étendu ton champ de compétences. Comment tu gères tout ça? On fait ce qu'on peut. Mais encore. Bien sûr. Mon rôle d'entrepreneur, de cofondateur, de CEO, de peu importe comment on l'appelle, il est forcément assez vaste parce que, évidemment, il y a le développement du produit. Oui. Moi, en tant que product manager, forcément, c'est des choses que de base, je sais plutôt faire. Oui.
De la même façon que Steven, lui, s'est développé un produit. La qualité, pareil, c'est quelque chose qui nous parle, aux deux. Par contre, il y a énormément d'autres choses. Le marketer, Ouais. gérer une entreprise, gérer de la comptabilité, gérer des financements. Il y a énormément de choses qui font que, oui, on apprend sur le tas. Et on apprend, et heureusement, on est très 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 bien accompagné. Je pense à la French Tech, je pense au Tarmac à Grenoble, parce que nous, on est basé sur Grenoble. Ok. La BPI, il y a énormément de gens autour de nous qui nous entourent pour nous aider à faire ça, tout en sachant que ça reste dans un temps imparti, parce que je suis papa et mari, et Ah que oui. du coup, Et en plus le soir, ça d'un s'arrête. enfant en bas âge, en plus, tu m'as dit. Oui, j'ai une petite qui a 1 an, et forcément, quand le travail est terminé, il doit être terminé. Et il n'y a pas de on travaille le soir quand la petite est là, on est tous ensemble. Ok. Et si on parle par rapport au côté produit, je me demandais, vous vous orientez vers quelle cible au niveau des utilisateurs? Tu en parlais juste avant. Ce sera les grands groupes, ce sera des sites e-commerce, des startups. Comment vous avez défini cette cible? La cible, elle est assez large sur le long terme. Ouais, Mais à court terme, donc pour février, la cible est plus des agences web d'accord. qui vont faire des sites, soit des sites e-commerce assez simples, soit du site vitrine. De cette façon-là, en fait, on va être capable d'aller sur des choses un peu plus simples, d'attaquer Canary tester Canary sur des choses un peu plus classiques. Puis après, être capable de monter sur des produits plus complexes, comme du SaaS de startup ou de scale-up, comme du site de PME, jusqu'au grand compte, mais un peu plus tard. Y aller un peu step by step, quoi. Exactement, le Ok. but c'est d'y aller step by step pour être sûr que le produit répond bien à chaque étape du processus. Et surtout, on a la chance avec Canary, c'est que tous ces cibles-là, elles ont des besoins. Oui, Et qu'on n'a pas forcément besoin d'aller directement sur les grands comptes parce qu'il n'y a pas le choix. Les cibles des agences web type WordPress, type Shopify, des choses comme ça, ouais, je elles ont vois. des besoins énormes. D'ailleurs, on est en design partnership avec eux, avec certaines de ces boîtes-là. Et nous, ça nous permet de tester, d'avancer avec Canary tranquillement, sans se mettre la pression et tout en commençant à faire du chiffre d'affaires aussi. Génial. Et si tu te projettes à 2-3 ans, comment tu la vois, cette aventure entrepreneuriale? Ouais, c'est une bonne question, on se la pose souvent. Nous, notre objectif, ce serait que ce soit le produit de test phare des entreprises, en particulier en France, mais en Europe et partout. Quelle ambition! Oui, quelle grosse ambition. C'est de se dire que, en fait, pourquoi aller automatiser avec du dev Oui. quand au final, un produit comme Canary fait très bien le taf. Vous voulez me mettre au chômage, si j'ai bien compris. Exactement. Non, je rigole, Romuald, c'est que juste c'est toi qui utiliseras Canary dans le futur. Je vois bien, je vois bien. C'est de se dire que dans 3 ans, le test auto galère qui prend du temps avec un ROI faible, tout ce qu'on a discuté avant, Oui. ce soit un lointain souvenir. Les ROI du testing est évident, il est clair, ça prend pas beaucoup de temps à mettre en place et ça a une plus-value directe. D'accord. Parler pendant que tu décrivais Canary, d'IA, donc d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a pas mal de nouveautés qui sont arrivées ces derniers mois, ces dernières années. Donc, on a eu les LLM. Ensuite, plus récemment, on a eu les MCP, cette espèce de multiprise qui va connecter des outils IA à d'autres outils, à des Google Drive, à des Gmail, à tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, il y a aussi les agents qui débarquent. Est-ce que vous n'avez pas peur, ton associé et toi, que ces agents vous fassent un peu de concurrence dans l'avenir par rapport à votre produit? C'est une réponse très personnelle, hein. Pour nous, c'est des moteurs, c'est pas des concurrents. Ok. Plus eux vont se développer, plus nous, on va réussir à se développer aussi. Ça m'étonnerait, mais je me trompe peut-être, hein, que ChatGPT s'amuse à faire du testing auto dans 2 ans. Ça Je sais m'étonnerait pas toi, aussi. ce que t'en penses, mais ça m'étonnerait. Donc du coup, quand on part de ce principe-là, c'est de se dire qu'en fait, toute leur intelligence, nous, on va l'utiliser. On D'accord. l'utilise déjà. C'est juste qu'elle va grandir, et du coup, grâce à ça, nous, on va aussi grandir. Dans le cas des MCP, nous, on utilise. Oui, Nos forcément. IA, ils sont forcément, ça reste des MCP derrière. On a plutôt hâte que, par exemple, un Playwright MCP continue à évoluer. Parce que Playwright MCP, ça m'étonnerait que demain, il fasse une interface graphique. Oui, Ça oui. restera du code, ça restera de l'open source. Donc nous, il y aura toujours une différence vis-à-vis de ça. Parce que nous, on a une interface graphique parce qu'on cherche autre chose. J'ai plus que hâte de voir ce que va donner Playwright dans l'avenir plutôt que j'en ai peur. C'est ça que je veux dire, quoi. Moi aussi. Et pour les auditeurs de QG Qualité, les testeurs, les développeurs, les PM, c'est quoi la meilleure façon de découvrir et de contribuer à Canary aujourd'hui?
Ouais, merci pour la question parce que comme tu l'as compris, comme vous l'avez compris, c'est super important pour nous que tous ceux qui ont envie de contribuer, contribuent. Pour ça, c'est plutôt simple. Vous m'envoyez un message sur LinkedIn. Je D'accord. répondrai toujours. Tout le temps. Tu Ou promets. je promets. Toujours sur les 2 prochaines années. Je sais pas ce qui va se passer après. Je Non, je plaisante. rigole. Non, mais c'est que, en tout cas, évidemment, pour l'instant et pour encore un moment, Ouais. nous, c'est une plus-value folle d'avoir votre avis. C'est ultra précieux, parce qu'encore une fois, c'est comme ça qu'on construit le produit. On construira pas le produit en le pensant nous de notre côté. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn, Antoine Boucher. Il y aura peut-être le lien en dessous. On le mettra. Parfait. Il y a aussi le site web, il y a des zones de contact. Vous pouvez vous inscrire à la waiting list qui permet donc d'être sur la waiting list, hein, comme ça, Très bien, ouais. comme ça, Ouais, pas de comme problème. ça se dit, qui nous permettra de suivre du coup qui veut être dans la communauté et qui veut participer au produit Canary. Moi, perso, tu m'as donné envie de le tester. Souvent, en conclusion, je demande à mes invités s'ils ont un livre, un podcast ou une ressource qui a été un peu game changer par rapport à la qualité logicielle, surtout. Est-ce que tu en as un ou plusieurs à nous conseiller? Alors, je connais un podcast qui s'appelle QG Qualité. C'est très gentil, mais autre que QG Qualité. Non, autre que la blague. Dans le monde du testing, en tout cas, très fan de ce que fait Nankeda Ouais. avec Calisti. Nous aussi, on est très fans. Parfait. La Guilde, très D'accord. fan aussi. Si on oublie un peu le podcast, je sais que tu l'as eu ici, Fanny Velsin, qui je pense fait partie des personnes les plus smart en termes de technique, qualité, Oui. donc d'automatisation. Un super épisode, elle est adorable et elle a aussi le Mac du testeur. Ouais. Yes, exactement, Ouais. c'était ça que je voulais parler, du Mac du testeur. En plus, Fanny qui nous a gentiment beaucoup aidé sur Canary. Nankeda génial. aussi d'ailleurs. Ok. Si on oublie un peu la qualité, on passe au produit, la deuxième passion. Ouais, pas de problème. Clé de voûte, Timothée Frein, qui est particulièrement pertinent dans un concept produit de façon globale. C'est quoi comme support? C'est un podcast? C'est podcast, ouais. Ok. C'est podcast avec des gens très impressionnants qui passent dedans, avec des entrepreneurs qui ont beaucoup réussi. Un côté très produit, donc ça va parler de design, ça va parler de produit, de création, mais à la fois il y a des fondateurs de grosses boîtes qui y sont passés très pertinents. Ok, super. Merci Antoine, c'était vraiment sympa de partager tout ça avec nous. Merci à toi Romuald, encore une fois merci à SSID. Cet épisode de QG Qualité touche à sa fin. Un grand merci à celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous s'il vous a plu et à nous mettre 5 étoiles. Retrouvez toutes les actus de SSID Testing Agency sur notre site internet ssid.fr. Cet épisode est disponible sur YouTube et toutes les plateformes de podcast. Les informations se trouvent en description. À très vite pour un nouvel épisode.